Histoire vivante. On était sur écoute téléphonique, on était suivis, enfin, je veux dire, on était fliqués. C'était effectivement quelque chose d'invraisemblable de penser que la police politique puisse se mêler d'un conflit du travail comme celui-là. On craignait qu'il y ait des gens qui fassent sauter les metteurs de la Dole pour punir la SSR d'avoir licencié ces gens. Ils ont imaginé qu'on était des dangereux révolutionnaires alors qu'ils savaient très bien que c'était pas vrai. Et à partir de là, ils en ont fait un fromage. On s'est aussi laissé prendre dans un engrenage qui était malsain. Moi, je l'ai vécu bel et bien comme ça. Une chasse aux sorcières, le maccarthisme s'exerçant en Suisse. Il y a eu une onde de choc qui a duré des générations. Moi, je dis que jusque dans les années 1990, il y avait encore des séquelles de cette manière de faire qui n'était pas du tout dans les normes suisses. L'automne 1971 est chaud à la télévision suisse romande. 6 journalistes et réalisateurs sont brutalement jetés à la porte, accusés de subversion. Ce licenciement collectif unique en son genre fait scandale et devient une affaire politique sur fond de grève sauvage et de filature policière. Une affaire symptomatique des peurs qui font frissonner la Suisse des années 70. À la fin des années 60, la Suisse vit encore à l'heure du réduit national et cultive les valeurs traditionnelles. Travail bien fait, famille rangée, chacun à sa place. Papa au boulot, maman au foyer, et à la moindre menace extérieure, tous aux abris, avec la poupée et les réserves de guerre, à l'abri des tensions et des mauvaises ondes. Mais bientôt, un petit vent libertaire se lève sur la Suisse. Pierre, 23 printemps. Françoise, 18. Marilyn, 18. Butterfly, 19. Désiré, 20. Le souffle de la contestation s'immisce partout. Armée, couple, école, famille et bien sûr télévision. Je suis sale comme Rimbaud, je suis lâche comme Villon, débauché comme Hugo, syphilitique comme Baudelaire. Mais peut-être après tout, n'aimez-vous pas la poésie? La télévision était dans son adolescence et il fallait de la main-d'œuvre. Donc René Schenker, le directeur de l'époque, avait engagé énormément de jeunes gens. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. On était une douzaine de gens à peu près du même âge et qui s'adressaient à un public Je veux dire, c'est quand même extraordinaire. C'est vrai qu'en ce sens, la télévision était beaucoup plus libre qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je n'imagine pas une bande entre, disons, 23 et 28 ans en train de mener une émission en direct d'une soirée entière. On était jeunes, on était beaux. Évidemment qu'on était un peu excités, qu'on voulait avoir plus de liberté. Maintenant, évidemment, quand on voit rétrospectivement, on en avait beaucoup de liberté. Mesdames, Messieurs, vous venez de l'entendre, la speakerine vous l'a dit, le car 3 est parti en direction d'Air-la-Ville. J'ai même pu faire atterrir une soucoupe volante à Air-la-Ville. Je m'arrange pour que personne à l'intérieur de la boîte ne le sache. Et il y a 3000 personnes qui se déplacent à Air-la-Ville. Voilà encore des images qui nous parviennent de Air-la-Ville, où François Anderlin devrait être en ligne. À ce moment, nous voyons, je crois, les pompiers. Oui, François? Oui, je vous entends. Oui. J'ai pu m'approcher un peu plus qu'avant de la chose, de cet engin qui s'est posé. Je vais tenter de vous le décrire dans la mesure où je l'aperçois. Inspiré du célèbre canular d'Orson Welles, l'émission fait gober aux téléspectateurs romans que des extraterrestres
ont débarqué dans la campagne genevoise. Elle est immobile pour Et ça marche, jusqu'à ce que la supercherie tourne à la farce et à la provocation. Voilà. Non, malheureux. Pourquoi? Mais arrêtez-le, arrêtez-le. Non. On avait conscience d'être très provocateur, parce qu'il suffisait de très peu de choses. Et c'est très, très amusant de provoquer, surtout quand on fait de la télévision. Faire une émission, entre guillemets, qui choque, mais pour la bonne cause. Parce que nous, on était aussi conscients qu'on se battait pour la bonne cause. Hein, pour plus de liberté, pour plus d'égalité, pour plus de tout ce que vous voulez, qui était absolument dans l'air du temps. On avait envie d'éclabousser, franchement, oui, on n'avait pas envie de ronronner, quoi, voilà. Et donc, on avait envie de montrer que cette société suisse, probablement, elle avait besoin d'être un peu secouée, quoi. D'argent! Secoués comme le sont les spectateurs suisses du Living Theatre, une troupe de comédiens américains qui crient leur haine de l'argent et de la guerre, avant de se dénuder face à un public tétanisé. Non, mais c'est de la foutaise, quoi. On se fiche des gens, il n'y a pas... Moi, je suis assez sceptique sur le spectacle et je trouve que le public ne comprend pas du tout ce qu'ils veulent dire. Moi non plus, d'ailleurs. Je crois qu'on est obligés tous de vivre dans l'ordre, d'une part, et par ailleurs, actuellement, en Suisse, tout au moins, eh bien, je vois difficilement un spectacle de ce genre s'intégrer véritablement dans les préoccupations actuelles. La provoque atteint manifestement son but et donne des idées à certains. On pouvait s'amuser parce qu'on provoquait, disons, toute la hiérarchie un peu grise qui nous chapeautait. Ça m'a fait passer de mauvaises nuits. Je ne peux pas dire que ça m'ait braqué. Probablement qu'à l'époque, de temps en temps, oui, j'ai pris des décisions que je ne prendrais pas aujourd'hui. À l'époque, Bernard Béguin est chef des programmes. Venu du Journal de Genève pour remettre de l'ordre à la TSR, c'est un homme de principe. On ne fait pas pousser une rose sur du béton. Il faut du fumier, il faut labourer. Et ce qu'on ne fait pas, c'est d'aller déverser le crottin chez le téléspectateur. Dans un tel climat, Bernard Béguin a fort à faire pour calmer la mauvaise humeur de la classe politique, très remontée contre la télévision. Le libéral Jean Cavadini, à l'époque haut fonctionnaire à Neuchâtel, est bien placé pour le savoir. On voyait venir d'un œil un peu méfiant ces journalistes qui venaient dire au canton la manière dont il convenait de réagir en matière sexuelle, en matière d'homosexualité, en matière d'union libre, etc. Il y avait aussi une volonté de provoquer au sens fort du terme, de faire bouger un certain nombre de choses, ce dont s'accommodaient très mal des cantons. Je savais que les répercussions, les conséquences de telle ou telle émission allaient être très vivement ressenties dans des milieux avec lesquels je travaillais hebdomadairement ou mensuellement, et qu'il allait falloir remonter le talus pour expliquer aux uns qu'on n'avait pas voulu les choquer, aux autres qui n'avaient peut-être pas tout compris. L'émission la plus turbulente, c'est Canal 18-25, destinée aux jeunes téléspectateurs. 2 heures de débat et de reportages sur des thèmes chauds. En mars 1970, on traite de l'émancipation de la femme avec l'exemple de Louise, 25 ans, qui ose proclamer que la question du mariage ne la préoccupe guère. Pourquoi faire? Enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment le genre de question qui s'est jamais... que je me suis jamais posée, ça, c'est... Je pense pas que ce soit parce que les parents sont mariés que les gosses sont bien dans leur peau. Et deuxième audace, Louise prône la liberté sexuelle des femmes. Une des pulsions qui existent, bon, c'est évidemment la pulsion sexuelle. C'est une des plus importantes. Il n'en faut pas plus pour faire bondir un avocat valaisan qui participe au débat. Je vois l'amour libre. Je vois ce pilote d'avion qui quitte son avion parce qu'il n'a plus envie de le conduire. Eh bien, c'est l'avion qui tombe avec la femme et l'enfant. Personnellement, je préfère avoir mon couvert à moi qu'une cuillère qui a traîné dans d'autres bouches.
Après l'enregistrement de ce débat contradictoire, l'émission est visionnée et approuvée par la direction de la TSR. Mais avant même d'être programmée, elle déclenche une vive polémique. Sur la base de rumeurs, un ancien juge valaisan intervient à Berne auprès de la direction de la SSR qui cède aux pressions. La diffusion de l'émission est bloquée par le directeur général Marcel Besançon. Motif ? Le manque de clarté des conclusions aurait pu laisser croire que la télévision se faisait la propagandiste du concubinage et de l'amour libre. Finalement, l'émission est diffusée 2 mois après la date prévue, avec une explication embarrassée de René Schenker, le directeur de la TSR. Vous avez suivi la polémique concernant le renvoi de l'émission Canal 18-25 du 10 mars. J'avais visionné cette émission 3 jours avant sa diffusion. Toutefois, 48 heures avant la date du 10 mars, qui était celle de la projection prévue, j'ai enregistré quelques réactions qui m'ont peut-être confirmé dans ce sentiment d'incertitude que j'avais de laisser diffuser ce programme. Résultat des réactions et des pressions, le portrait de Louise, femme libérée, est contrebalancé par un débat supplémentaire qui permet à l'avocat valaisan de mettre les points sur les i en rappelant le cadre légal ahurissant de l'époque. La liberté de la télévision trouve sa frontière dans l'ordre public. Or, en Suisse, dans certains cantons, le concubinage est une infraction pénale. Personnellement, je regrette tout de même que, s'agissant de la promotion morale de la femme, on n'ait pas trouvé autre chose que de jeter en vedette une femme qui veut s'affranchir de l'obligation d'accomplir toujours son devoir. Dans la Suisse de 1970, c'est à la maison que les femmes suisses accomplissent leurs devoirs. 2/3 d'entre elles n'exercent aucune activité professionnelle et elles n'ont toujours pas le droit de vote au plan fédéral. Mais la TSR leur consacre une émission rien que pour elles, Madame TV. Le bâton à mélanger bon marché et robuste facilite le travail de la ménagère. Il remplace très avantageusement des appareils plus chers. Assurez-vous tout de même de la puissance de l'appareil, c'est-à-dire voyez s'il bat aussi bien la crème chantilly que la purée. Tous les modèles ne le font pas. En contestant cet ordre des choses, certains jeunes journalistes de la TSR troublent carrément l'ordre public. Je pense que là, les politiques se sont dit, attention, ça c'est un instrument qu'il va falloir surveiller de près. Ce qui est arrivé ? Ce qui est arrivé. On considérait que la télévision, puis c'est l'autre axe fort de la concession, est un service public. Le service public est géré par des administrations qui sont le fruit de choix politiques. On peut, par un raisonnement en cascade assez simple, inférer de cette notion que la télévision peut être au service public de ces cantons. Cette volonté de contrôle rappelle des souvenirs à Michel Bouju, qui avait déserté l'armée française en pleine guerre d'Algérie pour se réfugier en Suisse. Moi, Français, qui avait vu de près les dégâts que peut faire un pouvoir qui s'empare de la télé, et bien que la classe politique suisse était en train, à ce moment-là, de prendre conscience de l'enjeu, de ce que représentait cet outil. Voilà. Et qu'il fallait l'avoir en main, cet outil. C'est bien sûr Canal 18-25 qui est la première victime de cette reprise en main. Ce soir-là, l'émission est diffusée en direct de Delémont avec Léo Ferré qui chante l'anarchie et appelle les téléspectateurs à la révolte. Monsieur Schenker était chez lui ou je sais pas où. En tout cas, il a vu l'émission. Fou furieux, il a fait le tour de tous les chefs. Puis il n'y avait aucun qui était à la maison. Et il a demandé à la régie de couper l'émission. Donc l'émission a été... Coupée net. À la clé. Paf. L'interruption de cette émission dont il ne reste aucune copie aujourd'hui, cette interruption brutale choque certains jeunes réalisateurs de la TSR, notamment Raymond Vuillamo, qui deviendra par la suite directeur des programmes. Le direct a commencé à faire peur. Et par exemple, l'arrêt de l'émission Canal 18-25, qui est quand même à la source d'une belle prise de conscience de ce qu'est le direct, à un certain moment, l'émission a été stoppée et Nathalie Natt a dû inventer une autre forme d'émission, mais qui n'était plus en direct. Parce qu'évidemment, le direct
Quand on est en direct, on échappe à toute censure. Regard, la nouvelle émission de Nathalie Natz, n'est pas diffusée en direct, mais elle donne la parole et la caméra au peuple, selon les préceptes du cinéma gauchiste de l'époque. Au lieu de vous présenter une enquête fiction ou encore un magazine, comme nous le faisons d'habitude à Regard, nous nous sommes demandé au fond pourquoi. C'était toujours nous, réalisateurs et journalistes, qui nous trouvions derrière la caméra pour traiter des sujets et vous les présenter. Pour ce faire, nous avons choisi 3 de nos téléspectateurs, nous sommes allés les voir et nous leur avons dit voilà, nous nous mettons à votre disposition avec notre matériel, notre équipe technique, afin de vous permettre de réaliser votre propre film. Selon ce principe, une émission est consacrée à l'armée. Au printemps 1971, un pacifiste et un jeune officier réalisent chacun un film dont il ne subsiste aucune trace dans les archives de la TSR. Ces films n'existent plus, tous deux probablement poubellisés à l'époque après avoir été refusés, donc censurés, par le chef des programmes, Bernard Béguin. Il y avait une construction de l'émission qui était unilatérale. Elle était apparemment équilibrée parce qu'il y avait un antimilitariste et un officier, mais l'officier était un pauvre lieutenant paumé qui ne savait pas pourquoi il était à l'armée. Alors c'était un peu un équilibre de surface avec un déséquilibre fondamental. C'était la première fois qu'une émission était si violemment interdite. Sans discussion. Je veux dire, il y a un moment donné, les coups près tombaient, pouf. Cet acte de censure provoque beaucoup de réactions et d'agitation. Une manifestation se tient devant les studios de la télévision et les gauchistes en profitent pour stigmatiser Béguin, le tigre en papier, et la télé, opium du peuple. En ce printemps 71, la Suisse romande vit avec un petit décalage horaire son mai 68. À Genève comme à Lausanne, les manifestants conspuent la culture bourgeoise et s'en prennent aux amateurs d'opéra qui gravissent les marches du Grand Théâtre. Contrairement à l'armée, où il faut voir et ne pas être vu, au Grand Théâtre, il n'est pas important de voir, mais d'être vu. C'est l'époque où les gendarmes maintiennent l'ordre public en cravate et en bras de chemise. Au milieu des manifestants, on repère souvent un jeune inspecteur en civil, Daniel Stübi, chargé de surveiller les gauchistes. Les responsables demandaient des informations pour être un peu en amont de ces manifestations. Bon, du renseignement, c'est-à-dire l'observation des filatures, enfin tout ce petit travail de policier, quoi. Beaucoup de lecture, oui. Beaucoup de documentation. Oui, j'étais très bien féru de marxisme-léninisme. J'ai tout lu, en fait, tout lu. J'ai eu droit à toute leur documentation. Vous apparaissiez au grand jour, tout le monde vous connaissait? Ah, vous leur demandez. Ah, vous savez, quand le cortège scandait « Stübi salaud, le peuple aura ta peau », c'est qu'ils me reconnaissaient. Les caméramans et autres photographes, on les rencontrait lors des manifestations, mais souvent ils étaient de l'autre côté. Ils préféraient photographier la matraque que les foulards. Mais à l'époque, la presse, les journalistes, la télé, elle était plutôt du côté des manifestants, vous avez l'impression? Nous, on avait souvent ce sentiment. Et dans cette période-là, la police et la presse, il n'y avait pas de relation. Et vous avez l'impression que les médias étaient à ce moment-là très influencés par les gauchistes? Ont-ils changé? Les policiers ne sont pas les seuls à soupçonner les médias de sympathie pour les manifestants. Témoin ce passant qui n'hésite pas à apostropher les journalistes. On en a marre de la presse qui présente cette saloperie. Vous êtes flic ou quoi? Non, je suis pas flic. Allez, fous le camp. Non, je suis ici, je suis à Genève, je suis Genevois. Avant vous, peut-être. Alors, oui. Et on n'a pas besoin de la presse. Oh ben oui. Oh ben oui. Ah ben c'est bien vous qui allez présenter le merdier. Demain matin dans la presse, comme ça, des grandes pages. Alors.
Moi, j'avais participé à 3 manifs sur le Vietnam, sur le centre autonome, des trucs, bon, voilà. Mais je veux dire, on n'était pas politisé. Alors, Schenker, lui, il l'était. Toute la différence entre lui et nous. Lui, il était très politisé et un peu dans l'arrière-garde, je dirais, de la bourgeoisie. Les tensions politiques se ressentent jusque dans les studios, où l'on craint que les casseurs fassent irruption pour perturber les débats en direct, qu'anime alors Claude Torasanta, jeune journaliste. Eh bien, dimanche prochain, je m'excuse, mesdames et messieurs, d'interrompre un peu vos discussions, mais dimanche prochain, je m'adresse maintenant à nos téléspectateurs. La menace était quand même très marginale, mais elle était amplifiée dans l'esprit des politiques. Ils étaient persuadés que la subversion existait. Ils étaient persuadés, car la contestation est un peu générale dans tous les milieux, dans toutes les institutions, tout est remis en cause. Il y a une espèce de peur panique qui s'empare d'eux, et notamment en ce qui concerne la télévision. À la suite d'un court-circuit, croit-on, le feu a dévasté une partie des studios de la radio et de la télévision. Lorsque le feu ravage les bureaux de la télévision, la peur vire à la parano. Et certains voient dans cet incendie un acte malveillant et même terroriste. Des soupçons révélateurs de l'atmosphère toxique qui règne alors à la TSR. Petit à petit, s'est créé un climat de méfiance de l'ensemble du personnel. La direction l'a d'ailleurs très bien senti, puisque c'est eux qui ont demandé à un des réalisateurs les plus expérimentés de la boîte de faire un rapport. De faire un rapport sur le climat de travail à l'intérieur de la maison. Judicieusement intitulé « Les temps difficiles », ce rapport est un véritable cahier de doléances, parfois véhémentes, qui mettent en cause l'organisation du travail et la hiérarchie de l'entreprise. Ce rapport dénonce pêle-mêle la détérioration du climat de confiance, le malaise profond qui règne à la télévision et qui est source de tensions et de divisions. Et il énumère beaucoup de professions mal reconnues. Ce diagnostic au vitriol est d'autant plus accablant qu'il émane d'un vieux de la vieille, Jean-Claude Dizran, respecté de tous. Son rapport doit être discuté dans un séminaire de cadres avant d'être distribué au personnel, mais le directeur René Schenker, très fâché, en interdit la diffusion. Pas du tout apprécié, non. Pas du tout apprécié. Il avait décidé de le mettre dans un tiroir, Schubladisieren, comme disent les Suisses allemands, et puis je crois que le noyau contestataire l'avait diffusé. Ce qui a été le pied de nez qui fait déborder le vase, si je peux mélanger les images. Classé confidentiel, le rapport d'Isran est pourtant récupéré par un petit groupe d'activistes qui veulent créer un syndicat plus combatif à la TSR. Ils polycopient le rapport sur les presses d'une organisation gauchiste et l'envoient par courrier à tous les employés de la télévision et aux journaux romans, avec un tract signé du nom d'un groupe énigmatique intitulé « Groupe Action TVR ». Ce texte, au ton 68 art, dénonce le temps du mépris. Quelques jours plus tard, un deuxième tract anonyme annonce aux collaborateurs de la télévision que le temps des illusions est passé. Et au début de l'été 1971, un troisième mystérieux pamphlet proclame que l'automne sera chaud, mais en ajoutant que d'ici là, les membres du groupe partiront en vacances. Ulcérée par ces tracts anonymes, la direction de la télévision menace les auteurs de licenciements immédiats et charge Régis de Kalbermatten, le chef du service juridique, de veiller au gras. Ça a beaucoup choqué. Il y avait des affiches qui incitaient à faire la grève. Un climat un peu délétère, si je peux le dire. Délétère, malsain. Toutes ces affiches et tout ce qui se faisait, c'était anonyme. On a créé ce petit groupe pour être le noyau d'une nouvelle organisation syndicale. Donc ce petit groupe, c'était une quinzaine de personnes. Mais tout ça dans l'anonymat alors? Alors, au départ, c'était dans l'anonymat, tout à fait, oui, absolument. Oui, parce que à partir du moment où on savait que ce rapport avait été classé, c'était peut-être dangereux de porter seul la responsabilité de cette diffusion. Donc on s'est dit, on va le diffuser, puis une fois qu'on l'aura diffusé, le personnel nous en sera reconnaissant, ce qui a été le cas d'ailleurs, et en même temps, donc, il soutiendra cette action. Je n'imaginais pas que cette action-là pouvait déboucher un jour sur la grève.
Et je pense qu'aucun d'entre nous n'imaginait que ça déboucherait sur la grève. Le 6 octobre 1971, la tension monte encore d'un cran. Emmenés par les réalisateurs et leurs assistants, un tiers des employés déclenchent une grève sauvage pour protester contre la censure et la nouvelle grille des programmes. La télé en grève, même pour quelques heures, ça fait désordre au paradis suisse de la paix sociale. C'était un arrêt de travail qui a duré une journée et ça a empêché la diffusion du programme du soir. Tout d'abord, un film sur les Flamands et ensuite un reportage. Tout se joue dans la régie du centre de diffusion, le cœur névralgique de la télévision. C'est de là que les émissions programmées sont expédiées vers l'émetteur de la Dôle. Ce jour-là, Louis Fuleman est aux commandes. Le soir, vers 4h30, parce qu'à 4h30, on allait en régie pour préparer pour 5h la diffusion de l'émission, qui était une émission jeunesse, qui s'appelait, je crois, Le Jardin de Romarin. Romarin te convie dans son jardin. Tous les grévistes sont arrivés en me demandant si je voulais ou non diffuser l'émission. Et qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? J'étais bien embêté, je ne savais pas quoi dire, et puis quelqu'un dans la foule a dit... La régie de continuité ne diffuse pas l'émission, donc on n'aura pas d'émission ce soir, ce sera du noir sur l'antenne. Bonjour les enfants. J'ai été applaudi, puis voilà. Je me suis dit, bon, on diffuse pas, puis voilà, je suis solidaire des grévistes. Mais à l'époque, faire grève, en Suisse, c'était un pas important, non? Énorme, énorme. Oui, on ne connaissait pas du tout la grève. Moi, je suis né en 1946, donc on n'a jamais connu ça. Quel était le regard de la direction générale de la SSR sur ce mouvement? Oh, ils n'aimaient pas. Heureusement qu'il y avait 250 km entre eux et nous. Ils étaient très braqués. Mais ils n'ont pas appelé les gendarmes. Mais j'entends, ils voulaient que ça cesse. Et ils n'aimaient pas ce petit jeu avec des allumettes à côté d'un tonneau d'essence. On était tous dans une seringue, si je peux dire. Sous pression. On était tous dans une seringue. Et il y avait quand même, disons, les cadres et aussi plusieurs des gens qui travaillaient à la télévision suisse romande demandaient, mais dit, faites quelque chose, disons, parce que maintenant le climat devient de plus en plus irrespirable. Moi, il faut que ça cesse. Oui, ça cessera. Mais... En cette fin d'après-midi d'automne, au siège administratif de la TSR, rien ne laisse prévoir que des têtes vont tomber. L'assistant du directeur vient dans mon bureau et il me dit « Nathalie, M. Schenker veut vous voir ». Bon, j'ai dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il va encore... je vais encore me faire savonner. » Et vite, je me dis « Qu'est-ce que j'ai pu faire ?» Je vois pas, j'ai dit « Bon, je vais jeter un coup d'œil au miroir pour voir si j'étais présentable, ça va ?» Je monte. Et j'arrive dans une salle de conférence éclairée au néon qui était hideuse. Et je vois les camarades, comme on disait, qui étaient là. Et là, je me suis dit, oh là là, ça, on va payer la grève. À ce moment-là apparaît René Schenker qui prend qui avait une lettre comme ça, qui nous lit en tremblant. Je me souviens encore, j'étais impressionné. Il avait les mains qui tremblaient comme ça, et il nous lit. Il était incapable même de dire ça verbalement comme ça. Il nous lit le texte au terme duquel, donc, nous sommes licenciés. Séance tenante. Vous êtes donc licencié. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Écoutez, non, je veux rien entendre. Vous êtes licencié avec effet immédiat. Oh non, on est tous autour de la table, on se regarde. Voilà vos lettres. Alors, vous devez signer un papier comme quoi vous avez reçu la lettre. Très bien. Et pourquoi on est dit? Pour perte des rapports de confiance. Ah bon? Et pourquoi vous n'avez plus confiance? Bon. Je n'ajouterai rien. Lui, il était blême. Et puis là, c'est passé une chose curieuse, c'est qu'on a obéi. Alors, voyez, on était provocateurs, etc., mais on a bêtement obéi. En même temps que ça se déroulait dans le bureau de René Schenker,
j'ai appris par la suite que devant toutes les entrées des locaux, des bureaux de la télévision aux eaux vives et des studios ici, il y avait des Securitas avec des chiens policiers qui gardaient les entrées. En même temps, il n'y avait plus de communication possible à l'intérieur de la maison. Ils avaient coupé le central téléphonique. J'ai été accompagné à mon bureau. On m'a donné 3 minutes pour prendre mes affaires personnelles. L'huissier judiciaire était derrière nous. Quand je suis sorti du bureau, paf, il a mis un gros scellé sur mon bureau. Et on se retrouve avec nos cartons sur le pas de la porte. Et on est parti avec notre petite boîte. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Quand on a décidé de licencier ces 6 personnes, alors c'était fait aussi d'une manière très directe. Le téléphone a été interrompu pour qu'il n'y ait pas des contacts et des manifestations devant les studios. Et ça s'est passé, disons, d'une manière très rapide. Évidemment, un coup extrêmement spectaculaire qui a fortement impressionné et fortement dissuadé tous les autres membres du personnel qui avaient encore des envies de se battre. Le lendemain, 2e coup de balai. Surveillés par un huissier, Pierre-Henri Zoller et Michel Bouju, tous deux absents la veille, viennent ramasser leurs affaires sous l'objectif complice d'un ami photographe. Ces images, prises à la volée, sont les seuls documents visuels de ce licenciement collectif. Et c'est marrant parce que sur les photos, vous avez l'air hilar. Vous y croyez pas tellement à ça? Si, on voyait bien que c'était tout à fait sérieux. Mais en même temps, il y avait quelque chose de l'ordre du jeu. Parce qu'on avait peut-être joué un petit peu avec le feu, disons, effectivement. Le mot subversif a été employé, ce qui est quand même un mot fort. Et je dois dire honnêtement que je me sentais plutôt flatté par ce mot. Parce qu'évidemment, nous n'étions pas des subversifs, mais le fait de se faire traiter de subversifs, ça nous donnait une espèce, pas aux yeux de tous, pas aux yeux de tout le monde, mais aux yeux de certains, ça donnait un certain prestige. Bonjour, monsieur. Ainsi débute le dernier reportage tourné par Michel Bouju, juste avant son licenciement. Avez-vous quelque chose à déclarer? Oh, j'ai rien de particulier, j'ai quelques revues, là. Des revues de quoi? Un petit paquet de revues que j'ai acheté. Mais il s'agit là des revues pornographiques, monsieur. Ça, c'est interdit à l'importation. C'est la première fois que ces images sont diffusées. Le reportage de Michel Bouju sur la censure a été lui-même censuré. Il y a ce monsieur qui importe là quelques journaux immoraux. Comme l'ont été une dizaine d'émissions réalisées par les 6 licenciés qui resteront enfermés dans les tiroirs pendant des décennies, placés comme leurs auteurs sur une liste noire. Une mesure symptomatique de la méfiance qui commence à régner. La maison était divisée entre ceux qui trouvaient ça inadmissible, ceux qui trouvaient que la direction avait raison, ceux qui ensuite ont donné des informations à la direction. Donc pendant un certain temps, l'affaire des licenciés a créé un climat détestable au sein de l'entreprise qui a pesé sur la maison, sur les collaborateurs et sur leurs relations. Pour preuve, ce tract intitulé TV et lutte de classe qui dénonce Torasanta, promoteur d'une TV de rêve pour la bourgeoisie monopolistique. À l'époque, Claude Torasanta est assis entre 2 chaises. De la part de la direction générale, à Berne, de la part des milieux politiques, j'étais considéré comme un gauchiste, entre guillemets, comme quelqu'un de contestataire, me reprochait d'être trop critique à l'égard de la société. De la part des gauchistes, j'étais considéré comme un allié de la direction. Et donc j'étais dans une situation assez particulière. Je leur disais, mais vous êtes irréaliste. Vous ne voyez pas quelle est la réalité des rapports de force de ce pays. Vous êtes tout à fait irréaliste avec vos propos, vos tracts, la manière dont vous agissez, les propos révolutionnaires, pseudo-révolutionnaires que vous tenez. Vous êtes des utopistes, vous ne voyez pas la réalité des choses telle qu'elle est. Mais bientôt, certains utopistes, tels Raymond Vouillamot,
perdent une partie de leurs illusions. Peu à peu, il y a des choses troubles qui sont apparues parce que une partie des licenciés nous ont menti. Et moi, à certains moments, personnellement, je me suis trouvé un peu entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire, d'un côté, une direction qui disait pas vraiment la vérité, je le sentais bien, mais de l'autre côté, des licenciés qui aussi nous cachaient des choses. Les licenciés ont toujours caché leur appartenance au groupe d'action clandestin. La direction de la télévision n'a jamais dit comment elle avait identifié les suspects. L'affaire est donc restée un sujet tabou pendant des décennies, sans qu'on connaisse le rôle joué par le Conseil fédéral et la police politique. Après 40 ans de mise au placard, nous avons eu accès aux archives de la TSR. Une dizaine de classeurs qui livrent enfin leurs secrets. On y trouve notamment des lettres anonymes adressées à René Schenker, des lettres qui révèlent le climat de l'époque. Sacré crapule de René, tu peux faire ton testament. On y trouve aussi les fiches établies par la direction sur certains collaborateurs. S'affiche publiquement avec une concubine. Ça donne fortement au hashish. Fille très secrète et timide, probablement assez violente. Vit en union libre avec une secrétaire de la télévision. Proclame bien haut que le mariage est bourgeois. Voici une liste de collaborateurs que je considère comme suspects d'agitation et d'incitation au désordre. On relève également dans les dossiers les traces des relations suivies, entretenues par la SSR avec la police politique. D'après une recherche menée aux archives fédérales, une liste de 460 collaborateurs de la télévision suisse romande est remise en 1969 par le directeur général de la SSR, Marcel Besançon, à André Hamstein, chef de la police fédérale, pour que celui-ci identifie les employés suspects de gauchisme. De son côté, René Schenker sollicite la police genevoise pour identifier les auteurs des tracts. Puis au début octobre 1971, une délégation de la TSR rencontre le radical Henri Schmitt, chef du département de justice et police. Nous avons été informés aussi par le département de justice et police du canton de Genève, qui nous a convoqués en disant, voilà, nous vous donnons des noms de certains collaborateurs, mais vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, vous ne nous citerez jamais. On a reçu cette liste d'une manière extrêmement confidentielle, avec 6 noms, en disant, nous avons la preuve que tous les mouvements viennent de ces 6 personnes. Ces informations confidentielles proviennent de filatures et d'écoutes téléphoniques. À cette époque, 20 ans avant que n'éclate le scandale des fiches, la surveillance des milieux de gauche est systématique en Suisse. Et les conversations téléphoniques de nombreux militants sont enregistrées, si bien qu'en beau jour d'été 1971, la police politique relève les noms de plusieurs collaborateurs de la TSR dont certains lui sont déjà connus. Ces 6 noms étaient apparus à la suite d'une conversation téléphonique que j'avais eue avec un militant d'un syndicat des architectes genevois. Et voilà qu'un jour, il me téléphone chez moi pour me dire, bon, à la prochaine séance, tu vas proposer ça. Je crois que c'était d'ailleurs, le thème, c'était la grève, justement. Et il me dit, bon, un tel. Les collaborateurs de la TSR sont facilement repérés. L'architecte syndicaliste qui leur donne des conseils tactiques fait l'objet d'une enquête pour atteinte à la sécurité de l'État. Son téléphone est placé sur écoute sur ordre du ministère public de la Confédération. Ça, c'est Berne qui décidait bon, des fois c'est Genève qui le sollicitait. Il y a eu des écoutes d'ailleurs, ils le savent, ils ont été voir leurs fiches. Mais en même temps, c'était quand même un moyen, entre guillemets, illégal. Ça vous gênait pas, ça? Illégal, non. Pas à ma connaissance. Donc. Ça ne l'était pas au sens, disons, du droit, disposition fédérale sur la sécurité de l'État, et c'était quand même toujours avalisé au plus haut niveau, n'est-ce pas? C'était quand même des moyens, disons, comme on dirait, un peu antidémocratiques, non? De contrôler les gens à leur insu. Et surveiller, de les prendre en filature aussi, alors. Ils nous surveillaient aussi, n'est-ce pas?
La tâche du gendarme ne se borne pas à réprimer les manifestations, mais à identifier les meneurs en prenant force films et photos qui prendront place dans les archives. Mais ce même gendarme ne se doutait pas que son propre signalement et sa photo figureraient dans les archives de la partie adverse. À la suite de la découverte dans une cave de Genève d'un important arsenal, le procureur de la Confédération a dit qu'il s'agissait d'une des plus grandes affaires de tentative de subversion jamais découvertes dans notre pays. 3 étudiants s'étaient appropriés quelques 22 fusils d'assaut au cours de divers cambriolages. Quant à dire que notre démocratie a été mise en danger, c'est une autre histoire. Cette affaire accentue encore la peur et les tensions politiques. Même si les voleurs d'armes n'ont rien à voir avec les divers groupuscules gauchistes qui s'agitent sur tous les fronts, y compris autour de la télévision. On savait notamment qu'un des groupements avait essayé de créer une cellule avec des gens de la télévision. Il y avait des petites réunions extérieures à la télévision, etc. Bon. Depuis la grève du début octobre, la TSR est l'un des multiples foyers d'agitation à Genève. D'où l'intérêt que lui porte le dirigeant du syndicat des architectes surveillé par la police. Cet homme énigmatique, c'est Daniel Marco, qui est aussi leader d'un groupe d'extrême gauche. Son soutien aux activistes de la TSR est surtout logistique, mais Daniel Marco n'est pas insensible à l'enjeu politique que représente la télévision. La télé m'intéressait un peu cette époque. J'avais des amis qui s'intéressaient, et puis je trouvais que ça serait quand même intéressant de s'occuper de la maison qui fabrique des idées, qui ne sont pas toujours justes. En tout cas, si elle ne les fabrique pas, elle les transforme, ce qui est déjà pas si mal. Donc une maison à transformer les idées, c'est quand même quelque chose qui vaut mieux. Je ne dis pas qu'elle doit être sous contrôle syndical, mais si on fabrique des idées, il vaut mieux qu'on soit dans une maison transparente. Daniel Marco, quel genre de personne c'était à ce moment-là? Pour lui faire un compliment, je dirais un pur et dur. Vous pensez, par exemple, que lui représentait un danger quelconque? Non. Ni à pied, ni sur son vélomoteur. Moi, par contre, quelquefois, il était difficile à suivre. Ah ouais? Ouais. Puis comme je le suivais à vélomoteur, souvent, à 2 vélomoteurs à 30 à l'heure, ça va pas très vite. C'était mon ange gardien. C'est-à-dire? Mon ange gardien, c'est le fils qui devait s'occuper de moi, je pense. J'ai vu ses signatures, des rapports, tout ça. Vous le connaissiez? Non, je l'ai vu une fois, il m'a arrêté une fois devant la caserne, que je distribuais un tract, c'est tout. Je le connais comme ça. Daniel Marco, c'était un peu le grand méchant loup. On avait l'impression que vous tiriez les ficelles, non? Oui, on prête qu'aux riches, d'ailleurs. C'est pas, pour moi, c'est toujours... Quand je lis mes fiches, les gendarmes ont, comme bien entendu, c'est leur boulot. Ils ont une conception policière de l'histoire. Alors évidemment, il faut que quelqu'un tire les ficelles, il faut que quelqu'un soit chef, parce qu'il n'y a pas de chef, ils sont inquiets. C'est une conception policière de l'histoire. Ça fait partie des rapports de police. Vous savez, on est à l'époque des chefs d'orchestre invisibles. Et si le chef d'orchestre invisible encourage une partie de votre personnel à mettre en péril l'indépendance de l'instrument par des manifestations peut-être violentes, tout ça entre guillemets, pas de preuve de ma part, on peut comprendre, et dans l'ambiance de l'époque, qu'un directeur se dise « je dirige et je mets de l'ordre », puisqu'on me dit que je dirige et que je dois mettre de l'ordre. Je crois que la direction de la télévision et les différentes instances qui tournaient autour nous a incroyablement surestimés. Surestimé notre action, notre pouvoir de nuisance à leurs yeux, mais incroyablement exagéré. On craignait qu'il y ait des gens qui fassent sauter les metteurs de la Dole pour punir la SSR d'avoir licencié ces gens. On craignait même de la violence. Une crainte partagée par le directeur de la SSR, Marcel Besançon. Nous avons entendu dire qu'un des licenciés aurait suivi un cours d'entraînement à la Havane. Ça, c'est fou. Alors là, ça c'est la psychose absolue, ou l'intoxication sincère, ou pour nous nuire, je ne sais pas. Mais ça, c'est absolument aberrant. Enfin, voyons, dans des camps d'entraînement. Je nous vois dans des camps... Enfin, oui, non. Non. Mais vous aviez pour objectif de prendre le pouvoir à la télé? Non, on avait juste pour objectif de permettre au personnel de mieux se défendre. Et d'ailleurs, la grande majorité
du personnel nous suivait. Après notre licenciement, il y a eu quand même de nombreuses assemblées générales dans lesquelles se posait la question de est-ce qu'on se remet en grève pour exiger leur réintégration. Et au niveau des intentions et de notre discours, tout le monde était d'accord. Et ce qui a empêché ces actions d'aller plus loin, c'est l'anonymat. Rétrospectivement, je pense que c'était une erreur, cet anonymat, parce que ça nous a mis, ce petit groupe responsable de cette diffusion de ce rapport et de ces tracts, ça nous a mis dans une situation extrêmement délicate par rapport à l'ensemble du personnel, alors qu'on avait le soutien et que tout ce personnel était d'accord avec, en tout cas pendant toute la période où j'ai été président du syndicat, j'étais largement soutenu. Certainement le fait qu'on ait adopté cette tactique de l'anonymat, certainement que ça accréditait le fait qu'on était un groupe révolutionnaire, parce que effectivement, ça correspond à ce que certains groupes révolutionnaires pratiquent. Ils ont imaginé qu'on était des dangereux révolutionnaires alors qu'ils savaient très bien que c'était pas vrai. Et à partir de là, ils en ont fait un fromage. Voilà, donc moi je dis simplement qu'on s'est retrouvés face à une bande de gens qui avaient peur de leur ombre. Et puis voilà, puis on a été virés avec blacklisté pour de la télé pendant 30 ans. En guise de défense, 5 des licenciés intentent un procès en diffamation à la direction de la TSR qui les a accusés publiquement de subversion et de sabotage. Les licenciés qui nient être les auteurs des tracts s'estiment calomniés. Devant le tribunal, René Schenker ne peut pas produire les preuves de ces accusations puisque la police genevoise refuse de divulguer ses sources. Mal pris, René Schenker rameute ses alliés pour solliciter l'appui des autorités fédérales. Le député libéral Olivier Reverdin écrit donc au Conseil fédéral: Il serait extrêmement grave d'un point de vue civique de laisser tomber au moment du procès la direction de la télévision suisse romande. Ce serait un triomphe pour les meneurs qui s'emploient à miner nos institutions. Le directeur général de la SSR s'adresse lui aussi au Conseil fédéral. L'apport de preuves par une personnalité officielle est désormais la seule possibilité de mettre fin à une agitation latente dont le but est de faire sauter le régime. À quoi le président de la Confédération, Nello Celio, répond: Le Conseil fédéral est disposé à intervenir pour que des moyens de preuve supplémentaires soient mis à disposition. À peine élu au Conseil fédéral, Kurt Furgler se saisit du dossier. L'affaire prend de l'ampleur et occupe à 3 reprises l'attention du gouvernement. Finalement, le Conseil fédéral décide de voler au secours des dirigeants de la télévision. Dans une réponse au député communiste Jean Vincent, Kurt Furgler balance publiquement les noms de 5 licenciés. Le procédé est pour le moins douteux, mais cette miraculeuse déclaration officielle tient lieu de preuve devant le tribunal. Sauvé par le gong, René Schenker est blanchi et il s'empresse de remercier son rédempteur. Je sais ce que nous vous devons d'être intervenus efficacement pour que la SSR ne soit pas condamnée en diffamation. Ce procès a été vraiment un procès pipé, comme on dit. C'était l'horreur. Ah oui? Ah oui, on voyait très bien, parce que M. Schenker et M. Breuillet étaient sur le banc des accusés, qu'ils n'auraient jamais tort. Et puis les 6 autres, on sentait qu'ils partaient perdants. Le deuxième round a lieu devant une cour arbitrale qui siège au tribunal fédéral. Les juges doivent statuer sur la procédure et les motifs de licenciement. Inquiet pour l'issue de ce deuxième procès, René Schenker sollicite à nouveau Kurt Furgler. Si le tribunal prononçait un jugement négatif pour la SSR, nous pourrions craindre que la presse suisse mette en difficulté la SSR et l'autorité fédérale. Mais cette fois, Kurt Furgler ne peut rien faire. Le chef de la police fédérale refuse obstinément de livrer ses sources. Si nous étions obligés de révéler les écoutes téléphoniques de Marco, la police fédérale serait dans la ligne de mire.
et les écoutes téléphoniques seraient remises en cause. Si nous livrons les sources secrètes de nos informations, nous ne serons plus crédibles. Les écoutes téléphoniques très fructueuses de Daniel Marco devraient cesser et nous n'aurions plus aucune orientation sur la mouvance extrémiste à Genève. La raison d'État empêche donc Kurt Vogler de révéler au grand jour les méthodes de sa police politique. Finalement, le tribunal arbitral estimera que malgré des indices, il manque des preuves formelles pour justifier le licenciement des 5 collaborateurs de la TSR. Ceux-ci seront donc indemnisés. Reste le cas de Nathalie Natt, contre laquelle il n'y a aucune preuve, ni même d'indice. Pourtant, la direction de la TSR a cherché par tous les moyens à démontrer la culpabilité de Nathalie Natt. Elle a exhumé d'un tiroir une vieille affiche manuscrite placardée en été 71 dans les locaux de la TSR. A posteriori, Nathalie Natt est accusée de l'avoir écrite. Et pour le prouver, la direction ira jusqu'à demander une analyse graphologique qui n'a abouti à aucune conclusion. Acculé, René Schenker fait pression sur le conseiller d'État Schmitt pour qu'il témoigne contre Nathalie Natt. Certaines activités de Mme Natt étaient assurément connues de la police. Vous pourriez donc en faire état au tribunal. Si la police genevoise devait témoigner devant le tribunal, elle ne pourrait que confirmer que Nathalie Natt n'a jamais fait partie du groupe Action TVR. Résultat, Nathalie Natt est totalement blanchie par le tribunal. Et il semble que son licenciement soit la conséquence de ces émissions qui dérangeaient le monde politique. Je ne connais toujours pas la raison de mon renvoi. Enfin, on ne renvoie pas des gens comme ça. Je pense qu'il y a un acte de censure pur et dur. Pur et dur. Après les licenciements, la TSR sort de sa crise d'adolescence et entre de plein pied dans l'âge adulte. Le cap du million de téléspectateurs est franchi et désormais, tous les programmes sont diffusés en couleur. Technique, que la couleur soit. Mesdames, Messieurs, la couleur est présente sur les écrans et vous le voyez dans ces fleurs magnifiques offertes par le Conseil fédéral, ce dont je vous remercie. Les ressources publicitaires augmentent et la TSR passe de l'artisanat au mode industriel. Elle s'installe dans sa nouvelle tour, symbole de son développement. Les licenciés, eux, restent sur le carreau et se recyclent tant bien que mal. Pendant 3 ans, j'ai ramé, bien sûr, parce que le problème, c'était que, sorti de la télévision, quand vous êtes réalisateur, vous avez une formation de réalisateur, vous faites quoi en Suisse, à l'époque, il y avait pratiquement pas de société privée. Il y en avait quelques-unes à Zurich, donc c'est là que je suis allé travailler, pour une société privée qui produisait pour la télévision en Suisse alémanique, à condition que je signe avec un pseudonyme. Construire, ou dont je suis collaborateur, le journal de la Migros, me fait comprendre et me dit très clairement, c'est fini, on ne peut plus vous... Même si on en est désolé, mais on ne peut plus vous donner de travail. À cause de l'affaire de la télévision. À un moment, je trouve dans une petite école du travail un remplacement. Et le directeur, quelque temps après, au moment où je dois être engagée, me dit, écoutez, je suis désolée, j'ai eu des renseignements, des choses, je ne peux pas vous engager. Moi, je comprends à ce moment-là ce que c'est que la politique. Mais je ne savais pas. Je ne savais rien. Après son renvoi, Marlène Bellilos se lance dans l'action politique. Et on la retrouve en 1980 dans le rôle de la passionnariat des manifs de Lausanne Bouge. 15 ans plus tard, elle revient devant la caméra. Appelez-moi Bernard, s'il vous plaît. Et comment dois-je vous appeler? Écoutez, Marlène Bellilos, voilà. Très bien, Marlène. Pierre Nicole, lui, retourne à ses anciennes amours théâtrales. Et Michel Bouju regagne Paris pour animer sur Antenne 2 l'émission culte Cinéma, Cinéma. Et après avoir créé un théâtre pour enfants et un mensuel culturel, Nathalie Natt fait son retour à la TSR, où elle lance une émission pour les jeunes, 26 ans après Canal 18-25. Je suis devenu directeur des programmes de la TSR en 1992. Et là, j'ai voulu faire travailler des ex-licenciés. Eh bien, il y a encore un cadre qui était dans la maison qui m'a dit « il faudra me passer sur le ventre ». 30 ans après. 30 ans après. Et j'ai dit « bon, très bien, je te passerai sur le ventre ». Mais donc il y avait d'un côté et de l'autre des rancœurs, des choses qui avaient...
parce qu'on n'a jamais su vraiment la vérité. Parce que les procès qui ont eu lieu, les interviews de M. Schenker, il y avait toujours du non-dit quand on parlait de cette affaire. La preuve, cette interview réalisée en 2004, 3 ans avant le décès de René Schenker. Je ne sais pas si aujourd'hui vous pouvez nous dire les raisons de ces licenciements, parce que probablement il ne s'agissait pas que de problèmes de programme. Oh, je pense que, à peu près 30 ans après les dates, parce qu'il n'y a pas qu'une date, les dates où ça s'est passé, on peut dire que c'est tombé dans le domaine public. Non, je pense qu'il y avait trop de personnes, de services, d'autorités en cause pour que je puisse le faire et vous dire voilà textuellement ce qui s'est passé sans que la justice reprenne l'histoire. Mais vous pourriez nous raconter ce qui s'est passé en quelques mots? Non, non, parce que je mets en cause les autorités politiques du pays. Cette allusion de René Schenker confirme que la gestion de la crise lui a échappé. Les décisions ont été prises à Berne, où le simple conflit de travail est devenu une affaire d'État, une affaire au relent de guerre froide. Je pense que cette crise de la télévision a fait véritablement ma conscience politique. C'est-à-dire la conscience que la liberté d'expression, même en démocratie, est quelque chose de fragile. On n'est pas mort, on ne nous a pas mis en prison, etc. Mais la violence de ce renvoi et la mise en scène, etc., je dis, ça peut arriver n'importe quand, n'importe où, et on fait quoi? Mais c'était pas démesuré quand même, tout cela? Je ne pense pas. Résultat, c'est qu'ensuite, après que les choses se soient décantées, ensuite, la paix est revenue. La paix du travail. Enfin, tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Il faut faire très attention parce que les choses peuvent changer extrêmement vite. Et si on ne prend pas garde à bien soigner notre démocratie, on peut avoir de très grosses surprises, mais comme ça, très, très doucement, sans se rendre compte de rien du tout. Vous savez, avec le recul, il y a une phrase de Kundera qui dit « Nous traversons le présent les yeux bandés. Ce n'est que plus tard, quand le bandeau est dénoué, que nous comprenons ce que nous avons vécu. » Je crois qu'on peut toujours revenir, mais la réponse est, si c'est en un seul mot, la réponse est oui. On a tiré au canon sur des mouches. Histoire vivante.